Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous et salut Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Alors Thomas, je t'ai rencontré grâce à la communauté française en Australie, ici, à Sydney. C'est assez drôle parce que je trouve qu'il y a quand même ce côté communautaire de français qui est très forte en Australie. Et moi, j'ai rencontré plein de gens comme ça juste parce que on est français, t'es français, moi aussi je suis française. Faisons un apéro et du coup, je trouve ça assez drôle. Donc merci de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Toi, tu m'as parlé un peu de toi et du fait que tu as déjà vécu dans plusieurs pays dans le monde, la Corée, le Soudan et maintenant du coup l'Australie si je ne me trompe pas. Absolument. Et du coup, ça m'a beaucoup intriguée et je pense que ça pourrait intéresser notre audience de parler de toi, de ton expérience à l'étranger, de comment ça se passe quand on bosse à l'étranger, de refaire sa vie, de partir de zéro à chaque fois. Et du coup, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Ça peut inspirer des personnes à voyager, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avant qu'on commence, j'aime bien commencer mon podcast avec une espèce de petit icebreaker, brise-glace comme on dit, traduction. Et du coup, j'aime bien que les gens se définissent un petit peu avec 3 mots ou 3 expressions pour que l'audience puisse un petit peu savoir qui tu es et se visualiser un petit peu la personne que tu es au quotidien. Ok. Il y a 3 mots. Ouais, bien sûr. Donc, Thomas, moi je suis ingénieur, premier mot. Deuxième, je rends les choses simples, en général, au travail ou dans la vie perso. Et le troisième, pour me connaître plus personnellement, c'est j'aime le surf. Donc ça sera surf. Ok. Surf, simple et ok. Top. Ça veut dire nature, ça veut dire le plaisir aussi, la vie, bref, le surf. T'as appris le surf ici ? Oui, absolument. C'est un de mes rêves en venant ici, mais je pense qu'on en parlera sur l'Australie. Ouais. On va en parler juste après, mais trop top. Moi, j'ai essayé le surf ici, je me suis cassé la figure et j'ai dit c'est fini. Ça fait partie du processus d'apprentissage, absolument. J'adore. Du coup, ça fait combien de temps que tu es en Australie ? Ça fait 9 ans maintenant. 9 ans. Bientôt 9 ans. Waouh. Bientôt 9 ans. 8 ans et demi, 9 ans. 8 ans et demi, 9 ans, et tu te lasses pas, t'es bien. Je suis très très heureux. Okay. Et c'est la maison. Ça se voit, à ton sourire, ça se sent. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait avant l'Australie ? Donc j'ai fait un parcours d'ingénieur classique, on va dire, en France. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais bon à l'école, j'ai fait des études où on m'a dit fais des maths et de la physique, et puis je suis arrivé en école d'ingénieur. Et là j'ai fait des études, j'ai commencé à voyager pendant mes études, en échange en Suède, en stage justement en Corée et un peu au Soudan. Et quand je me suis dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, ensuite je me suis dit je veux partir en Australie, vivre le rêve australien, c'est-à-dire vivre ici, surfer avant le travail, travailler, puis avoir une bière avec des amis ou un verre normal le soir et avoir des week-ends où t'as l'impression d'être en vacances parce que t'es à côté de la plage avec des perroquets. C'est vrai. Moi aussi, j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps ici, j'ai pas besoin de partir en vacances, on est en vacances tout le temps, c'est vrai. Surtout t'as un super cadre aussi près de Bondi. Donc, C'est vrai, Bondi, la mer, tout ça, oui, complètement, mais après, il y a beaucoup de choses aussi, d'autres effets, entre guillemets, c'est pas négatif, mais des sacrifices, si je veux dire, quand tu fais de l'expatriation. Mais toi, du coup, là, tu me disais, t'as fait Suède, Soudan, Corée, c'est des pays complètement différents les uns des autres. Déjà, comment ça se passe pour toi quand tu fais à chaque fois, tu vois, tu décides à chaque fois de... Pour moi, c'est un peu commencer ta vie de zéro, parce que tu sais que tu repars à l'étranger quelque part, tu dois trouver un appart, tu dois trouver un taf, tu dois te mettre bien. Enfin, tu vois, aussi émotionnellement parlant, c'est quand même lourd, même si c'était des stages. Comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, alors la Suède, c'était par un échange Erasmus, donc c'est des conditions quand même très favorables. Et je pense que si les personnes qui écoutent sont étudiantes, Erasmus c'est incroyable comme programme, donc profitez-en. Ensuite, le Soudan et la Corée c'est sur des stages, mais c'est des stages, donc c'est des destinations qui ne sont pas orthodoxes. Et il y a un encadrement qui est fait autour de ça. C'est-à-dire que, on reparlera peut-être de la Corée ensuite, mais je suis parti avec Total à ce moment-là. C'est une grande entreprise, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de ce qu'ils font derrière, ils s'occupent bien des employés lorsqu'ils vont notamment en expatriation. Et donc avant d'arriver, le logement était pris en charge, les billets d'avion aussi. Donc j'arrive, j'ai un logement à 3 minutes d'un site de construction. Donc je suis vraiment... Enfin, tout est fait. Après, c'est un appartement normal. Hein. On ne va pas s'attendre à avoir des 1000 on est jeunes. Mais déjà, je trouve ça incroyable d'avoir un appartement avec une chambre à moi. C'est incroyable. Puis tout était pris en charge, en tout cas en termes de logistique. Et au Soudan, j'étais sur une mine. Donc j'étais à 7 heures de la capitale, dans 2 heures de n'importe quelle autre ville dans le désert. Ce qui fait que t'as des barbelés, c'est dans un camp, dans des préfabriqués, et donc là c'est du 4 mètres sur 4 mètres on va dire,
et tu fais que travailler et dormir, donc il y a beaucoup moins de problèmes de logement, vu que tu es sur une mine, tu fais que bosser de toute façon. Ok. T'as apprécié cette expérience? Ah ouais, c'était génial. Je voulais pas y retourner pour des raisons qui sont personnelles, en termes de sécurité, en termes aussi de vie perso sur place. Parce que quand je vais dans un pays, j'essaie de m'intégrer. Quand je suis allé en Corée, j'ai appris le coréen. Quand je suis allé au Soudan, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Ok, t'as appris sur place? Dès que je sais que je veux partir, en fait, je commence à apprendre. J'entends en Corée, j'ai appris un mois avant. Pendant un mois, je faisais que de la musique coréenne. Je regardais la télé qu'en coréen. J'ai commencé à apprendre le coréen, voilà, m'intéresser à l'histoire, hein, et à vraiment me mettre dans le mood pour pouvoir être avec des locaux sur place, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial cette intégration-là. Parce que c'est vrai que nous, quand tu es à Sydney, et tu l'as vu dans la communauté française, il y a quand même des gens qui restent très communautaires qu'avec des Français, du coup, qui ne s'intègrent pas. Et j'ai l'impression que ça fait pas partie du coup du voyage, tu vois, ou de l'expatriation. Il y a un truc qui est un peu déconnecté si tu t'intègres pas un tout petit peu vraiment au pays dans lequel tu essaies de t'ancrer un peu. Ouais, il y a plusieurs façons de faire les voyages. Je vais essayer de m'intégrer personnellement, surtout au départ, mais ensuite je comprends que si des personnes n'ont jamais voyagé avant, elles vont avoir besoin d'un cocon, et de se disant au moins j'ai quelque chose de safe, et puis je vais faire mes expériences au fur et à mesure et m'ouvrir. Et je vais pas te mentir, quand je suis arrivé en Suède, oui, j'ai commencé à apprendre le suédois, mais ils parlent extrêmement bien l'anglais, et c'était mon premier vraiment séjour à l'étranger de manière prolongée. J'ai passé 6 mois à Stockholm. Je suis resté énormément avec des Français. Mais en fait, ça a été une manière pour moi, à l'époque je parlais pas bien anglais, donc je m'entraînais à fond à parler anglais, mais avoir ces Français à qui tu peux pouvoir partager tes états d'âme, comment tu te sens, et quand il y a des coups de pas, quelqu'un qui est local va pas forcément comprendre, surtout quand tu as du mal à t'exprimer. C'est vrai. Donc rester avec des Français peut aider, surtout quand c'est le premier voyage. Après, je suis d'accord, tu profites d'autant plus que tu vas aussi t'ouvrir à d'autres cultures. Voilà, après il n'y a pas de jugement s'il y en a qui le font ou qui le font pas, mais l'avantage c'est que tu peux avoir l'un et l'autre, c'est pas forcément exclusif. T'as trouvé ça facile comme tu disais, de t'intégrer dans chaque nouveau pays Est-ce que en termes de charge émotionnelle, parce que c'est quand même lourd de à chaque fois bouger, tu vois, tu refais tes valises, t'as trouvé ça facile pour toi? C'était quelque chose qui t'avais la même excitation à chaque fois que tu bougeais dans un nouveau pays? J'étais très content de découvrir quelque chose de nouveau, ça c'est clair. Et une fois que j'étais dedans, je me mets vraiment dedans, donc des fois c'est pas facile. Je me souviens quand j'étais en Corée, j'étais sur un chantier de construction maritime, et j'allais souvent avec les Coréens eux-mêmes manger donc dans une sorte de cantine pour ouvriers. Donc il fait froid, ils sont tous toujours en tenue. Je suis avec mes collègues, on est tous en blouse, ils mettent pas forcément le chauffage parce qu'ils veulent que ça reste à la température extérieure pour que les gens mangent et repartent bosser tout de suite. Tout le monde parle coréen, je ne parle pas encore, enfin je parle pas très bien, je comprends que 10% de ce qui se dit. Il y a des moments où la nourriture c'est vraiment la nourriture locale d'ouvriers, donc je me souviens il y avait des soupes à la tête de poisson, t'avais du kimchi. Alors j'ai mangé, c'était bon en fait, mais tu te retrouves dans l'environnement où voilà, t'es totalement dépaysé, tu souris, tu t'écoutes, et puis de temps en temps ils disent un mot en anglais pour que tu comprennes de quoi ils parlent. Et c'est cool, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, parce que des fois tu te dis qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais complètement. Mais du coup, après, une fois que tu as passé cette étape d'intégration, que t'es bien, que tu te mets bien, et tu dois repartir en France ou rentrer, tu vois. Est-ce que tu as peur de ce changement? Tu vois, le changement, est-ce que ça te fait c'est quelque chose qui est lourd pour toi, ou c'est quelque chose que tu as complètement intégré à ta façon de vivre? Je pense que j'ai de la chance parce que mon père était dans la marine, donc j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup déménager. On déménageait tous les 2 ans quand j'étais gamin, donc à 14 ans j'avais déménagé 7 fois. Wow. Ce qui fait que d'un côté j'ai aucun ami quand j'étais jeune, c'est-à-dire que mes premiers amis d'enfance c'est après mes 15 ans, quand j'ai commencé à être au lycée à être stable, c'est-à-dire que j'étais sur Paris. Mais à côté de ça, voyager n'est pas un problème au sens où il y a peut-être moins de charge émotionnelle. C'est être dans le présent. Je vais en Corée, je suis en Corée, je suis très heureux, il y a des choses qui me manquent, le fromage, tout ça, mais il y a des choses incroyables qui s'y passent et je suis à fond dedans. Puis après quand je rentre et je suis à fond dans le fait d'être en France aussi et d'être avec mes proches à ce moment-là. Ouais, je prends les choses une par une. Enfin, c'est vraiment par rapport au voyage, je suis beaucoup dans le présent. C'est top. T'as pas ces moments de nostalgie où tu dis oh purée, je retournerais bien en Corée, c'était vraiment top quand même? Si, bien sûr, mais en fait, si tu veux partir en Corée, tu pars en Corée alors. Oui, j'adore ta façon de voir les choses. Je sais que c'est pas les mêmes. Moi personnellement et aussi d'autres gens que tu vois que j'ai rencontrés en voyage, je sais que cette notion du changement, elle peut être assez lourde et forte parce que tu dis oh purée, j'ai fait tout, tu vois, j'ai recommencé cette vie de zéro, je suis trop bien ici, tu vois, j'ai monté les échelons entre guillemets, etc., je suis vraiment bien, et là bam, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je parte et il faut que je recommence encore une fois, j'ai pas la force, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, la façon dont tu le décris, en fait, ça a l'air tellement facile, et c'est vrai ce que tu dis, c'est vivre dans le présent, complètement prendre les choses comme elles arrivent. C'est ça, et il faut aussi se rappeler que on a de la chance d'être en Australie, c'est un pays incroyable. J'ai fait un choix de venir ici, je me considère comme un immigrant qui suis venu en Australie.
je sacrifie beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses derrière, mais c'est un choix profond et je sais que par exemple je ne vivrai nulle part ailleurs qu'à Sydney. Je ne vivrai pas à Brisbane ni à Melbourne parce que je veux pouvoir surfer et que le meilleur surf c'est à Sydney. Et donc je sais exactement pourquoi je suis ici, le job que je fais, si je ne suis pas heureux, je vais chercher ailleurs. Parce que je ne suis pas en Australie pour ne pas avoir une vie bien. Sinon, je retournerai en France, où il y a plein d'autres pays où tu peux aller, Canada, justement Corée, où tu peux avoir des vies qui sont très agréables, safe, avec un bon boulot et être heureux. Donc, je peux être nostalgique, mais je suis très très heureux de l'Australie et toute personne qui n'est pas venue en Australie, je les encourage à venir parce que c'est incroyable. Voilà. On va en parler juste après, mais je veux juste revenir 2 minutes sur toutes les expériences que tu as faites. C'est quoi peut-être une histoire, une anecdote la plus marquante que tu peux partager avec des gens qui ont peut-être envie de s'expatrier à l'étranger? D'accord, alors une marquante pour les gens qui peuvent s'expatrier. Je vais sûrement partir sur la Corée parce que c'est plus accessible et que c'est très... je prends deux. Prends 2 minutes, prends tout le temps qu'il faut. J'espère que tu pourras couper au montage si tu veux juste la petite. Oui, tout à fait, on coupera. Ok. 10 minutes. Ou pas, très bien. Non, alors la Corée pour sûr, parce que c'est un pays dans lequel tout le monde peut aller. Si, ok, je sais. Quelque chose qui m'a. On va parler de quelque chose de culturel, qui n'est pas forcément au travail, mais que tout le monde peut expérimenter lorsqu'ils vont là-bas. Moi, la Corée, ça m'a changé mon point de vue par rapport au restaurant et par rapport à la beauté physique. Ok. Deux choses différentes. Mais ces deux choses, en fait, ils ont une façon de concevoir la vie et la beauté physique et les restaurants totalement opposés à la France. Beauté physique, en France, c'était bronzé, c'est un signe de. A priori, tu as pu passer des vacances à la plage, tout va bien, tu as une bonne vie, tout ça. Donc, on aime bien les gens qui sont bronzés. En Corée, c'est l'inverse. C'est comme les pays asiatiques, si tu es blanc, c'est super bien, parce que c'est-à-dire que plus souvent, tu n'es pas ouvrier. Et donc, le standard de beauté est différent de la France. Perso, j'avais jamais été un grand fan du bronzage de base, même si je passe beaucoup de temps à la mer. Mais être en Corée m'a permis de me libérer par rapport à ça, puisque c'est totalement opposé. Donc tu te rends compte que c'est purement sociétal, culturel, c'est une norme conventionnelle, mais en fait tu choisis ce que tu as envie de valoriser comme étant beau ou non. Et à partir de là, je me suis dit, plus rien à faire. J'ai juste les mauvais mots sur le podcast. Plus rien à faire de ça pour moi et pour les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Et vraiment, ça m'a totalement libéré du poids il faut être bronzé. Rien à faire. Et vous pouvez être blanc comme neige, c'est pas un problème du tout. Et c'est la même chose pour les restaurants, mais différemment, c'est qu'en France, il faut qu'il y ait une expérience. Soit t'arrives, plus t'es dans les restaurants étoilés, tout le temps. En Corée, les meilleurs restaurants, ils en ont rien à faire de l'environnement. Alors je parle pas de si tu vas dans un 3 étoiles à Séoul, très bien, mais j'ai vécu dans une autre ville, la 7e ville du pays, qui s'appelle Ulsan, et les meilleurs restaurants, genre de barbecue, de fruits de mer, t'arrives, t'as des chaises en plastique dans un truc de galet, donc tu mets ta chaise, c'est même pas plat, tu vois, t'as une sorte de parasol, tu dis, mais où est-ce qu'on m'amène? C'était des Coréens qui m'amenaient, parce que je passais beaucoup de temps avec eux justement en local, et la nourriture arrivait incroyable. Et la seule chose qui comptait pour eux, c'était non, on veut que tu aies la meilleure nourriture possible. Tu as un peu la grand-mère qui te rapporte les plats de fruits de mer, tu vois que c'est familial, enfin c'est un truc. Et tu fais, ah ouais, c'est trop bien. Tu enlèves beaucoup de conceptions pareil, culturelles sur le comment ça doit être, comment c'est censé être bien un restaurant. Ah non, tu peux avoir un très beau moment en étant avec tes amis, juste en mangeant de la nourriture incroyable, même si c'est un peu bancal, oui, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave. Ils sont plus concentrés sur la nourriture en elle-même que l'expérience. C'est ça. C'est alors, génial. Dans la ville où j'étais, et voilà, et ces changements-là, qui peuvent paraître anecdotiques, mais en fait, c'est une accumulation de petites choses qui te font voir la vie différemment, puisque tu vas déconstruire ce que les normes françaises t'ont apprises, qui est très bien par ailleurs, mais tu peux choisir. Et ensuite, tu choisis, tu peux dire, j'adore les expériences, donc je vais faire tout pour avoir un restaurant en Australie qui fait des super expériences, très bien. Mais tu choisis. C'est ton vrai choix, c'est pas une construction qui t'a imposée, qui est bien comme raccourci dans la vie de tous les jours, mais qui est intéressante de déconstruire, parce que voilà, c'est pas la vérité ultime. J'adore cette histoire et j'adore cette anecdote, et surtout sur l'anecdote de la beauté, parce que je trouve que de plus en plus, quand tu rencontres des gens qui ont voyagé, qui se sont expatriés, les gens reviennent en te disant j'ai changé, mon développement personnel a évolué, je me suis reconnectée à moi-même, etc. Parce que justement, exactement comme tu dis, tu déconstruis ces idées reçues qu'on t'inculque, soit dans ton environnement en termes de pays, soit dans ton environnement familial, ton éducation, etc. Du coup, quand tu sors de cette bulle-là et que tu vas quelque part où c'est complètement différent, on te montre en fait, pas du tout. On t'a dit que... Je sais que j'ai une copine qui avait beaucoup de mal avec ses formes. Elle a des hanches très belles, très généreuses, et elle a toujours eu du mal en France, toujours. Et elle s'est expatriée aux États-Unis.
Et elle m'a dit, mais Mel, mais en fait, je suis, on m'appelle la fille la plus maigre du groupe dans le truc, la plus mince, et je me sens incroyable, et je me suis retrouvée, et j'adore mon corps, et j'adore mes formes, etc., etc. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que, en fait, parfois, si vous n'êtes pas heureux, c'est ça, je crois, le message, c'est parfois quand on n'est pas bien, quand on a l'impression de tourner en rond, parfois le fait de sortir de cette bulle de confort, je dis pas qu'il faut forcément voyager pour sortir de cette bulle de confort, mais changer un peu d'environnement, ben parfois on se rend compte que les idées reçues qu'on a, exactement comme tu dis, sont pas vraies. C'est celles qu'on se crée nous-mêmes. On a le choix, et on a le choix de les changer, on a le choix de changer notre perception sur les choses, sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Donc j'adore ce que tu dis. Ouais, je nuancerais quand même une chose que tu dis sur, je suis d'accord avec toi, et sur il faut pas nécessairement voyager pour se déconstruire, ou en tout cas changer se dire que si on n'est pas heureux, on n'a pas forcément besoin de voyager pour redevenir heureux. Je suis d'accord, même si je dirais que si tu ne sais pas comment faire pour changer ce qui se passe autour de toi, un voyage, même s'il est petit, hein, de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois si tu peux partir à l'étranger, mais pas forcément quelques semaines suffisent à automatiquement, par la nature même du voyage, tu n'as rien à faire, tu as juste à, ok, je vais voyager, et là tu vas voir plein de choses nouvelles auxquelles tu t'attendais pas, et ça va t'aider, tu vas revenir un peu différent. Mais t'as pas besoin d'avoir cette charge mentale de qu'est-ce que je dois faire pour être différent, est-ce que je dois lire 3 livres par semaine, est-ce que je dois me lever à 5h du matin. Non, juste tu dis, mais je vais prendre 2 semaines de vacances dans un pays que je ne connais absolument pas, qui est totalement différent, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Amérique, enfin, peu importe ce que tu as envie de faire, et bah quoi qu'il arrive, tu vas revenir en étant un peu changé, et ça se trouve, tu auras trouvé des solutions de manière totalement différente à ce à quoi tu t'attendais. Donc je trouve que le voyage, c'est un facilitateur de bonheur dans ce sens-là. C'est vrai, complètement. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle aussi du Soudan, parce que moi, ça m'intrigue beaucoup, c'est un pays que je connais pas du tout. Comment tu pourrais le décrire rapidement là? Si je te disais en 1 minute, décris-moi comment ça se passe le Soudan pour un Français. Ok, alors le Soudan, c'est 2 parties du Soudan. Tu as le Soudan du Nord et du Sud. Le Sud est en guerre civile, n'y allez pas. Enfin, à l'époque, c'était en guerre civile, maintenant ça a peut-être changé, mais c'est a priori très compliqué. Et au Nord, c'est purement musulman. La charia, c'est la loi donc, islamique qui s'applique. Du genre, tu voles un truc de plus de 50 balles, on coupe la main. Enfin, c'est le genre de... Ok. Et quand j'y suis allé, sur comment ça se passe, tu as plein de règles qui sont totalement anormales pour la France. Du genre, il n'y a pas d'égalité homme-femme, il y a un traitement très différent. Tu ne peux pas regarder une femme dans les yeux plus de 3 secondes sans l'autorisation du frère ou du père. Sinon, pour la femme, elle peut être tuée si elle fait la même chose. Toi, tu peux recevoir 40 coups de fouet sur la place publique. Ok. Donc je me baladais dans la rue, j'avais les yeux par terre. Ok. Parce que je voulais éviter tout problème, c'était hyper dangereux. Je suis resté qu'une journée donc dans la capitale Khartoum. Et je peux te raconter plus sur le Soudan. Alors le Soudan, c'est un régime qui est quand même très particulier, il y a un blocus des États-Unis dessus. Ouais. Ouais, vas-y. Juste, parce que tu parlais de... Tu marchais dans la rue avec les yeux rivés sur le sol. Oui. Mais du coup, comment tu te sens tous les jours Enfin, c'est pesant quand même comme atmosphère. Alors, déjà, j'aurais dû acheter des lunettes de soleil, ça je n'ai pas pensé avant. Mais... parce qu'en fait, ça aurait évité beaucoup de problèmes, parce qu'on n'aurait pas pu voir où je regardais. Ok. Et ensuite, je suis resté que 2 jours à l'aller et au retour dans la capitale du pays. Et ensuite, j'ai passé 2 semaines et demie dans une mine. Et donc, sur une mine, c'est beaucoup moins problématique, parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes, même c'est des hommes de ménage. Et il y a d'autres contraintes qui s'appliquent quand même. Tu n'es pas censé, par exemple, même pour un homme, voir de la peau visible en dehors des mains et du visage. Wow. Et donc, il y avait une fois où j'allais dans la salle de gym au sein du camp. Et j'avais juste mis un t-shirt, manche courte avec un petit short, parce que j'allais faire du vélo ou je sais pas quoi. Et il y a un mec qui m'a vu, et qui s'est tourné, qui est parti, parce qu'en fait, il nous apprécie quand même. Et donc, pour ne pas me mettre dans une situation difficile, il a fait semblant de ne pas me voir. D'accord. Pour pas que j'aie être en fait face à mes actions, tu vois. Et donc, j'ai pu aller dans la salle des expats pour faire du sport. Il a fait genre, il m'avait pas vu. Waouh. Mais c'est parce que on s'apprécie et qu'il veut pas me mettre dans une mauvaise situation, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que y a un truc qui t'a tellement marqué que tu l'as encore cette habitude aujourd'hui depuis quand t'es allé au Soudan? Je sais pas si c'est une habitude ou une perception des choses. Si, il y a une chose, c'est que je regarde les sorties de secours. Ah. Parce que... tu regardes les sorties de secours? Ouais, j'ai peut-être eu une de mes seules crises de panique de ma vie. Le 4e jour, en fait, il y avait une fonte d'un lingot d'or, enfin de 2 lingots d'or. Et les forces armées sur site ne sont pas les forces de la compagnie, mais sont les forces nationales. Mm-hmm. Donc tu as des mecs avec des AK-47 sur le dos qui sont à côté de toi pendant qu'il y a la fonte de l'or. Et j'ai pu prendre le lingot, mais par exemple, tu vois, il le mesure au gramme près avant. Et s'il y a une différence de 1 gramme, tu es vraiment dans une mauvaise situation. Ok.
Donc tu fais pas le malin, tu montres vraiment ce que tu fais, ils rigolent et tout, ils sont très sympas. Mais c'est pas tes mecs. C'est pas tes copains. Surtout, ils sont pas payés par la même personne, donc il y a un conflit. Et eux, ils sont là pour protéger l'or. Et t'es pas dans un pays, encore une fois, c'est la charia qui s'applique. Donc quand tu voles quelque chose là-bas, c'était très très compliqué, il faudrait te faire rapatrier d'une manière ou d'une autre, mais t'as pas ton passeport non plus. Ils m'ont pris mon passeport quand je suis arrivé. Ok. Il faut un tampon de la compagnie qui t'a embauché pour pouvoir sortir du pays, le jour même. C'est-à-dire que si j'ai pas le tampon de la compagnie qui dit que je peux sortir, je ne peux pas sortir du pays. D'accord. Et quand j'étais dans le campement, je me suis rendu compte au bout du 4e jour que j'étais dans des préfabriqués. C'est-à-dire, tu dors dans une sorte de petite maison qui fait 3 mètres sur 3 mètres, enfin avec une toilette en plus. Très rustique, mais t'as pas besoin de plus. Il fait entre 30 et 50 degrés, 30 degrés la nuit. La nuit il faisait 38 degrés, le jour il faisait 49, 48. Attends, 2 secondes. Il y avait la clim, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ok. Il y avait la clim. J'ai essayé de faire une fois une sortie de 45 minutes en extérieur. J'avais pris 2 litres avec moi. En 45 minutes, j'avais bu les 2 litres et j'avais soif et je suis revenu dans le camp. Ouais. Mais je me suis rendu compte que si on attaquait le camp, en fait, s'ils prenaient le point, ce qui était déjà arrivé une fois, s'ils prenaient l'entrée, je pouvais plus sortir parce que c'est un camp de barbelés. Enfin, t'as les grillages. Et que si quelqu'un tirait dans le préfabriqué, vu que c'était des murs fins, j'y passais, je ne pouvais pas me bloquer à l'intérieur, il n'y avait aucune façon de s'en sortir. Et donc il était 2h du matin et j'ai eu une sorte de crise de panique et je me suis dit, si on nous attaque, qu'est-ce que je fais? Il n'y avait qu'un mec des forces spéciales françaises qui était avec nous, qui était censé être celui qui s'occupait de cleaner la cafétéria, parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des forces personnelles. Il disait, bon, si on nous attaque, de toute façon moi j'ai pas d'arme, donc je peux en tuer sûrement 2 au couteau, mais après je me ferai sûrement buter et vous serez dans la merde. Et donc j'ai fait le tour du camp de nuit pour chercher un endroit où je pouvais sortir. Et j'ai fini par trouver, après 30 minutes, un endroit sous un grillage où il y avait une sorte de petit trou où, s'il fallait s'en sortir pour sa vie, je pouvais sortir et après juste attendre que les gens s'en aillent parce que de toute façon, t'es dans le désert, tu ne peux rien faire, il fait 45 degrés. Je vais pas m'en sortir, mais c'est juste pour éviter de me faire prendre en otage ou autre chose le soir, même s'il y a des forces qui viennent nous sauver le lendemain. Et je me suis dit, au moins j'ai un endroit où aller si jamais on nous attaque. Mais depuis, ça a l'air de rien, mais je vais aller dans un building et je vais toujours regarder où sont les sorties de secours au cas où. Waouh! Je vais toujours chercher dans par où je peux sortir. Où je travaille. À chaque fois que tu vas Ah ouais. Genre j'ai commencé un nouveau travail au sein du gouvernement australien. Il y a des locaux à Macquarie. C'est un très beau local. Donc c'est à Sydney. C'est à Sydney, mais dans le nord, mais des gros buildings de 7 étages. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai passé une demi-heure à marcher dans tous les étages pour comprendre où étaient les escaliers de secours de chaque étage parce que c'était un peu différent. Et voir quelles portes étaient safe ou non pour pouvoir, si à un moment donné il y a un truc, ce qui est stupide parce que c'est pas stupide. À Sydney il y aura rien, mais j'essaie d'être toujours au courant de où est-ce que je peux sortir. D'accord. Waouh, c'est quand même un sacré truc qui marque ce que tu racontes là, c'est assez ouf. Et t'avais pas peur de rester au Soudan? Enfin moi je pense que dans ces conditions-là, moi au bout du 4e jour je serais rentrée, mais parce que je suis un peu une mauviette là-dessus. En fait je pouvais pas rentrer de toute façon. Tu peux pas? Non, ils ont mon passeport, donc j'avais une mission de faire de 2 semaines. C'était combien de temps? J'ai fait 2 semaines et demie. Ok. Et le jour où j'ai voulu partir, ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait pour eux. J'aurais fait gagner beaucoup d'argent, d'économie, de trouver des gens qui étaient un peu corrompus. J'ai trouvé des trucs. Donc je travaillais directement pour le directeur de la mine. Et je reviens dans la capitale, et puis le gérant de la compagnie, qui est un Soudanais, était très gentil. Il rigolait en mode t'es sûr que tu veux partir? Non, mais tu sais, Paris, c'est eux qui t'ont envoyé, mais si tu veux rester, tu repars pas. Nous, on te fait rester pendant autant de temps que tu veux, il n'y a aucun souci. Dans le visa, on s'arrangera. Un peu en mode, ils vont trouver des solutions. Et je dis non, mais je veux partir. Et il fallait être à la fois ferme, en mode, je vais pas me montrer que je suis faible et que je suis dans une position de vulnérabilité. Donc, tu voulais agir comme un homme, entre guillemets, c'est te montrer, avoir de la présence, mais pas trop non plus, pour pas qu'ils pensent que tu essaies de l'agresser, parce que si tu joues un rapport de force, tu perds en fait. Et eux, le directeur de la mine avait un mec avec une arme à côté de lui. Et ils avaient mon passeport. T'avais quel âge? C'était en dernière année d'école, donc j'avais 22, 23. Wow. Ok. 23. Tes parents, ils t'ont laissé aller au Soudan comme ça? Mon père a été sur tous les conflits armés depuis les années 90, et donc il a déjà fait pire. Mais, Et t'avais pas peur, juste avant de partir au Soudan, quand on t'a dit on t'envoie au Soudan? Pas au début. Ok. Mais une fois que j'ai eu ma réalisation, j'étais moins serein. Et de toute façon, je pouvais faire que ce que je pouvais faire, donc je me suis concentré sur le travail. Mais c'est pour ça que j'ai pas accepté le job derrière. Parce que
c'était une trop petite compagnie par rapport à... C'était une ancienne filière d'Areva qui était revendue. Et donc, leurs moyens de défense n'étaient pas au niveau, par exemple, travailler pour Total, entre autres, dans des pays en Afrique. Ils ont une force de sécurité largement supérieure qui peut assurer la défense de ces personnes, au moins de façon plus légitime si jamais il y a un gros problème. Alors que là, je ne me sentais pas en sécurité. Je savais qu'il y avait un problème. En fait, il ne pouvait rien faire, à part, comme l'avait dit le mec du GIGN, là, l'ancien, en prendre deux sur lui, puis de toute façon, voilà. C'est incroyable. Et c'est pas que je me sentais pas en sécurité, c'est que je n'étais pas en sécurité. Ce qui n'est pas la même chose. Non. Ça doit quand même te faire un énorme choc de vivre ça. Et après l'Australie qui est quand même... je vais toucher du bois, je vais toucher la tête, je vais tout toucher. Mais l'inverse en fait, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que moi l'Australie, en fait je pense que c'est pour ça que je m'y plais. C'est qu'en tant que femme en plus, moi j'ai vécu toutes mes années pendant plus de 25 ans à Paris. À prendre le métro, à avoir peur, à regarder derrière mon épaule à chaque fois que je marchais. Arrivé en Australie, on te dit non mais tu sais si tu oublies ton ordinateur dans le train, personne ne va te le prendre, tu pourras le retrouver et vraiment le retrouver, oui. Enfin le jour et la nuit quand même complètement donc ça a dû te faire un choc. Ouais bah c'est le paradis. Et du coup pourquoi l'Australie? Alors du coup t'as fait tous tes petits voyages et puis d'un coup comment ça s'est passé pour toi le choix de l'Australie? Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que on t'a envoyé ici? Comment ça se passe? Totalement. En fait j'ai fait un stage en Corée. Qui a profondément impacté ma vie, puisque c'est là où j'ai compris ce que je voulais faire de ma vie, en termes de métier. D'accord. Au départ, donc, je viens d'une école d'ingénieur. Quand tu es dans l'optique, je travaille à fond, il y avait deux carrières qui étaient très promues au sein des établissements, c'est la banque d'affaires et le conseil en strat. Deux environnements dans lesquels tu travailles 80-90 heures par semaine, tu n'as pas de vie, mais c'est pas grave. Attends 2 secondes. 90 heures par semaine? Oui, bien sûr. Alors qu'on est en train de se plaindre pour les 35 heures en ce moment. D'accord. Oui, mais les salaires ne sont pas les mêmes, les opportunités non plus. Oui, mais tu travailles avec que des personnes qui sont... Ça, c'était en Corée? Non, ça c'était en France. C'est-à-dire que c'est les opportunités que tous mes meilleurs potes ont fait ça. Waouh, ok. 90 heures par semaine? Oui. D'accord. C'est pas... Tu sais, tu travailles 10 heures par semaine, tu travailles le samedi aussi, et le dimanche, tu travailles une partie. Okay. Tu peux faire aucun plan, ils peuvent t'appeler... Enfin, oui. Ok. Et ça te plaisait? C'est ce que je voulais faire, moi, je pense. D'accord. Bien sûr. Okay. Parce que c'est là où on te dit que tu vas travailler sur les problèmes les plus complexes qui puissent exister pour un jeune qui sort d'école. Tu vas rencontrer des directeurs d'entreprise, des CFO, tu vas avoir des actions qui vont impacter à grande échelle, donc tu es super content. Tu vas découvrir des choses super intéressantes et grandir très vite. Ouais. Et exactement. Et tu vas être entouré de gens qui veulent vraiment bosser énormément, donc tu te dis que c'était super beau. C'est ce que je pensais faire, je ne remettais pas trop en question le rythme. Donc le bonheur à ce moment-là était vraiment une notion qui ne m'intéressait pas forcément en fait, même tout simplement. Parce que j'avais eu la chance d'être plus ou moins heureux sans m'en rendre compte avant, donc quand j'étais là-dedans, je me disais, ah ouais, c'est pas grave, pas avoir de vie, on va travailler. Et en Corée, j'ai rencontré donc mon manager, qui s'appelle Adrien, qui se reconnaîtra, qui était quelqu'un qui adorait son travail, qui avait tout bâti depuis zéro, tu vois, qui s'était construit, qui adorait l'industrie dans laquelle il était. Il avait une femme, il était heureux, il avait des enfants, il voyageait en expatriation de pays en pays, et il avait une vie. En fait, j'ai vu, en travaillant avec lui à ses côtés, quelqu'un d'intègre, de droit, qui a réussi justement en faisant les bons choix, tu vois, qui n'essayait pas de prendre des raccourcis ou de, comme on peut se dire, de fois de voir le milieu de la finance où tu as des requins et tout. Et lui, c'était quelqu'un vraiment de bien, qui faisait des choses qui n'hésitaient pas à bosser. Et pourtant, qui travaillait 50 heures par semaine, on va dire, mais qui avait une vie à côté, qui pouvait prendre des week-ends, qui voyageait, qui était super heureux. Et je me suis dit, mais en fait, ce sur quoi il travaille, on n'en parle pas forcément à l'école, c'est pas ce qui est le plus mis en avant, mais c'est hyper intéressant d'avoir un métier technique comme ça, d'ingénieur. Et ça te permet de voyager n'importe où dans le monde. Donc je me suis dit, ok, c'est ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, après quelques mois dans le stage, je me suis dit, où est-ce que je veux aller? Alors, il se trouve que j'ai beaucoup de difficultés avec les langues, même si j'essaie de les apprendre avant de partir. C'est extrêmement difficile pour moi d'apprendre des langues. Pour te dire, parles plusieurs, du coup? Anglais, et puis après, j'avais les bases en suédois et en coréen. Enfin, en suédois beaucoup moins bien, coréen plus, on va dire que c'est ma troisième langue, et puis après allemand un peu. Mais j'étais nul en langue toute ma vie, genre j'ai eu 9 au bac en anglais, j'ai travaillé, c'était la matière que j'ai le plus travaillé en prépa, j'étais vraiment nul. Et donc je voulais faire un truc dans un pays en anglais, parce que ça allait être trop dur pour moi d'être... Enfin si je me fixais un autre pays, genre la Corée, j'y restais toute ma vie parce que je pouvais pas prendre une autre langue derrière, enfin vraiment ça aurait demandé trop d'efforts. Donc j'ai choisi, pays anglophone, puis après tu fais la liste de tous les pays anglophones, tu regardes la qualité de vie, il en restait 2 à la fin, Canada, Australie. Et puis j'avais le rêve de faire du surf le matin et je me suis dit ça pourrait être cool quand même de vivre à la plage, de faire du surf, et j'ai décidé de partir pour l'Australie après mes études. Avant d'avoir reçu mon diplôme, j'ai raté la cérémonie, je suis parti juste après la fin des examens.
Est-ce que tu avais un travail qui t'attendait ici? Non, il y avait rien. Tu es vraiment parti Je suis parce que parti, tu t'es dit, je veux partir dans un pays anglophone, faire du surf. Non, je voulais le rêve australien. Je suis parti Ok. en Corée, donc c'était mon stage de césure. Il me reste encore 1 an d'études après, où j'ai fait mon master. Et je cherchais pendant 6 mois un stage en Australie. J'étais à ça d'en avoir un, j'ai pas réussi pour diverses raisons. Je suis parti dans une boîte qui faisait des mines, donc je suis parti un peu en France et au Soudan. Et après, à la fin, je leur ai dit, bon, vous avez des mines en Australie, c'est pour ça que je suis venu chez vous. Est-ce que vous m'envoyez en Australie dans vos mines? Ils ont fait, non, on t'envoie au Soudan si tu veux. Parce qu'il n'y avait pas de pays. Rien à voir. Bah, c'était la même chose d'un point de vue boulot. Oui, mais c'est différent en termes de pays, quoi. Absolument. Oui. Moi, je leur ai dit, bah, écoutez les gars, si vous avez un poste en Australie, ok, mais sinon, je suis désolé, je pars. Ils en auront eu un 10 mois plus tard, ils m'ont appelé, mais j'avais eu un job en Australie depuis. Mais je suis parti en Australie, après ça, je leur ai dit, bah, merci, ils m'ont fait une lettre de recommandation. Bon, bah, ils veulent aller en Australie, donc on recommande à toute entreprise en Australie de le prendre. Et puis, Mais t'avais pas peur de quitter, du coup, un job au Soudan avec, je sais pas, tu vois, une sécurité, un salaire, etc. T'avais pas peur de tout quitter pour venir dans l'inconnu? C'est ça, ma question. Ouais, ou un job à la défense, parce que sortant d'une bonne école, entre guillemets, dans le système français, avec en plus, en ayant des enfin, j'aurais travaillé pour Total sinon, concrètement, c'était une boîte que j'adore ce qu'ils font d'un point de vue ingénierie. Je parle pas du reste, mais d'un point de vue purement ingénieur, quand tu sors d'école, il y a des choses fantastiques à faire en termes de design, de construction, et donc c'était super stylé. Je serais parti chez eux à la défense, je pense, où ça aurait été un job incroyable. D'accord. J'aurais été très très heureux. Ok, mais t'as quand même décidé de venir ici alors que t'avais l'inconnu. Bah, en fait, je voulais le rêve australien, vraiment. Et le truc, c'est que vu que je savais pas surfer, justement, je me suis dit, bon, à venir en Australie, je vais commencer par apprendre à surfer pour voir si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, je ne resterai pas en Australie. Ah non, mais à 100%, j'allais revenir en France sinon. C'est incroyable. Donc j'ai essayé une fois de surfer quand même en France avec un pote. Tu veux pas me prêter une des planches pour qu'on voit si c'est sympa ou pas? Parce que je savais pas quoi. Mais c'est venu d'où cette envie de surf? Parce que t'avais jamais surfé avant, du coup Non, j'ai toujours été près de l'eau, parce que mon père était dans la marine. D'accord. J'ai toujours nagé beaucoup, j'adore être sous l'eau. J'adore être dans l'eau, m'amuser en prépa. Le seul sport que je faisais, c'est j'allais le dimanche matin à la piscine 1 heure, qui était en face de chez moi. J'ai toujours été dans l'eau 1 à 2 fois par semaine depuis que je suis tout petit, et donc je me suis dit, je vais sûrement aimer le surf. J'avais fait du bodyboard avec mon père à La Réunion quand j'étais petit. J'avais grandi un peu là-bas. Et je me suis dit, j'espère que ça va me plaire. Et ça m'a plu dès la première fois. La première session avec lui, j'ai pris une vague, mais j'étais debout, une vraie vague. Et après, je me suis dit, c'est bon. Et puis, j'aimais bien me faire casser la gueule dans l'eau. Et du coup, tu as décidé de rester et de trouver un boulot. D'abord, j'ai fait 6 mois où j'ai appris à surfer. Puis après, j'ai commencé à me dire, ok, j'aime bien le surf, j'arrive à me lever, à faire ce qu'il faut. Donc maintenant, je vais chercher un travail et essayer de rester en Australie. D'accord, donc tu as fait 6 mois sans boulot, entre guillemets. Sans boulot, alors petit boulot, bien sûr, les aventures. J'avais quand même pris mon CV déjà qui était prêt à l'époque, à une veste, j'avais fait des entretiens et je faisais du networking au fur et à mesure. Mais non, j'avais pas de boulot pas de boulot d'ingénieur pendant 6 mois. J'adore. Tu as l'air très comment je peux dire ça, chill, en fait, relax par rapport aux choses qui peuvent, tu vois, aux expériences de vie qui t'arrivent, etc. C'est quelque chose c'est ton éducation qui a été comme ça, ou c'est comment tu définirais ça? C'est toi, c'est à force d'avoir pris des échecs surtout. Donc j'ai une grosse chance, c'est que quand ça va mal, ma réaction c'est de travailler. D'accord. Quand je suis pas heureux, si je suis triste, si je prends des échecs, je vais travailler plus. Genre quand j'étais au fond du fond, j'habitais à Perth et que je cherchais un travail à ce moment-là, un sponsor, j'ai mis 4 mois à trouver un sponsor. 4 mois avec un visa qui va expirer dans 6 mois, c'est énorme. Tu comptes les jours, tu vois l'argent qui descend dans ton compte en banque. Je savais qu'il me restait près de moi. Enfin, j'ai dû appeler mes parents en leur disant, est-ce que si j'y arrive pas, vous me reprenez chez vous? Est-ce que je peux revenir à la maison parce que j'aurais plus d'argent et j'aurais plus rien, tu vois? Et ils m'ont dit oui, c'est ce qui m'a permis de me dire, ok, je suis prêt à mettre tout mon argent, à tout perdre. Et au pire, je rentrerai et je raconterai que j'ai appris l'anglais en Australie, puis j'essaierai de bullshiter un peu et de trouver un job à la défense. Et du surf? Appris l'anglais et du surf? Ouais, mais pour vendre le truc d'un point de vue professionnel, tu te dis, je suis allé surfer 1 an, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est qu'ils se branlent. C'est vrai. Donc, et j'étais là et j'avais subi mes plus gros échecs, j'étais à ça d'avoir 2 jobs, et j'ai eu 2 noms dans la même journée, bref, il y avait tout qui recommençait à zéro alors qu'il me restait plus que 3 mois. Et j'étais sur un appartement avec un petit balcon d'1 mètre carré, là, j'ai pleuré sur le balcon, et je me suis dit, bon, après avoir été une demi-heure, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis mis à mon ordinateur avec un cahier, puis vu que j'étais vraiment triste, je me suis dit, ok, une action, tu notes l'action que tu fais l'action, t'envoies les mails à telle personne. Et tu sais, j'avais les larmes toujours sur les yeux et je me suis remis à bosser. Et c'est la chance que j'ai, c'est que quand je vais pas bien, je travaille plus. D'accord. Et ce qui permet en fait, après avoir fait la prépa, après avoir pris autant d'échecs, maintenant d'être beaucoup plus chill, parce que je sais que si ça va vraiment mal, j'ai de la chance, je vais bosser. Tu te fais confiance? Je fais confiance à ma réaction de survie, c'est-à-dire que je ne vais pas faire du binge, je peux en faire, j'aime bien les jeux vidéo, donc je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais c'est pas ma réaction quand tout va mal. C'est quand tout va mal, je bosse. Et en fait, quand tu bosses, il
faut avoir de la chance aussi, mais tu peux créer ta propre chance au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider. Mais je sais qu'avec le boulot, tu peux toujours t'en sortir un minimum. Et après, plus tu travailles, plus tu peux avoir de la chance. Et si tu travailles intelligemment, tu peux réussir à faire plusieurs choses. Mais ouais. Donc, je suis chill maintenant, mais à l'époque, c'était plus dur. Oui. C'était beaucoup plus dur. Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes. Je me levais le matin et puis je bossais. Et je cherchais un travail pendant 10-12 heures par jour, quoi. Donc, j'étais pas forcément très heureux non plus à ce moment-là. Je me mettais en second, tu vois. Et j'allais juste surfer 1 à 2 fois par semaine, juste pour essayer d'avoir le pic d'hormones, d'adrénaline et qu'on appelle l'hormone du bonheur. La dopamine. De la dopamine, exactement. Mais ouais, et puis j'avais la chance de toujours essayer de parler à des gens, de demander des conseils, là, qui te remontent le moral. Tu parles beaucoup de la notion du bonheur et d'être heureux. Comment tu le définis aujourd'hui Tu l'as défini aujourd'hui, la notion du bonheur, pour toi, personnellement? Alors c'est une vaste question, je vais le faire simple. Je suis pas sûr que c'est ma réponse définitive, donc ça se trouve, si j'y réfléchissais plus, je t'aurais un truc plus stylé, mais moi je veux pas d'emmerde. Tu veux pas d'emmerde? D'accord. Je veux juste pas de problème. J'essaie de designer ma vie, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus pour avoir le moins de problèmes possible. Qu'est-ce que c'est un problème pour toi? Ça va être des problèmes de sécurité, ça va être des problèmes au travail, ça va être des problèmes relationnels. J'ai une attitude assez... comme je te dis, j'ai eu beaucoup d'échecs plus jeunes. Je comprenais pas, j'ai du mal à lire les personnes en général, et donc j'ai eu beaucoup de déceptions aussi sentimentales, mais aussi en termes amicales, hein, je parle. Et depuis, j'applique des règles pour éviter ça. C'est-à-dire que si quelqu'un me trahit une fois, je me prends même plus la tête, et je reste qu'avec des gens qui veulent le meilleur pour moi. Et en fait, quand tu fais ça pendant 10 ans, cumulativement, tu enlèves de ta vie toutes les personnes qui sont pas vraiment là pour qui tu es toi, et tu n'as que des gens super supportifs, et donc au fur et à mesure, tu te crées des cercles qui sont de plus en plus, enfin de mieux en mieux, en fait, où tu sais que quoi qu'il arrive, ça va aller. Là, j'ai un pote, un très très bon pote que j'ai pas vu depuis 6 ans, il est aux États-Unis lui, et il y a eu des difficultés récemment, et j'envoie un message, et tout de suite il me répond: tu veux qu'on parle et tout, et alors que ça fait peut-être 2 ans qu'on s'est pas parlé, mais je sais que c'est un très très bon ami, on va se voir quand je vais aller sur Paris. C'est une vraie amitié. C'est une vraie amitié, et tous mes amis, en général, tous mes amis, tous les gens vraiment proches, j'ai énormément de chance, c'est qu'en fait on est des amis très solides parce qu'au fur et à mesure, j'enlève les problèmes. Quand il y a des choses qui sont pas fiables, j'y vais pas. Au travail, je crée des process pour que ça soit plus simple. J'essaie de rendre ma vie tous les jours un peu, que la vie de demain soit un peu plus facile que la vie d'aujourd'hui. Alors comme dit comme ça, c'est idéal. Ça marche pas toujours, et quand on est dans une situation difficile ou qu'on se pose des questions, typiquement quand tu es en France, il y a un cadre qui peut être très incertain, beaucoup de pression, beaucoup de choses négatives à la télévision et aux médias. On peut se demander comment faire, et je me focalise sur ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui demain va m'aider? Est-ce que j'améliore un petit process, j'apprends comment mieux éditer des vidéos, mieux faire un podcast, ou je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui pour que demain ça aille mieux. Donc, et en fait, au bout de 10-15 ans, tu arrives à avoir une vie qui est. Je compte 10-15 ans parce que depuis j'ai 10 ans, tu vois, quand t'es plus gamin, enfin à partir de 15 ans, avant ça, j'étais pas très conscient, parce qu'on est jeune. Mais ouais, vu que ça fait maintenant au moins 15 ans que je fais ça, 10-15 ans, ça va beaucoup mieux. Je suis dans une situation où je peux être beaucoup plus chill parce que j'ai beaucoup moins de problèmes. Elle est super stylée ta réponse. Tu me disais que tu avais peur de ne pas avoir une réponse stylée. Ouais, mais alors je t'ai dit. Non, je pense que c'est très authentique et ça te définit complètement. Donc merci d'avoir partagé ça déjà, de t'être ouvert. Ça me touche. Et j'espère et je te souhaite de n'avoir zéro emmerde dans les prochaines années à venir. Après, je pense que j'ai l'impression que tu es de plus en plus ancré. Tu es très dans le présent et peut-être que maintenant tu vis beaucoup mieux les gens et les choses qui t'entourent. Est-ce que tu penses que, parce que du coup c'est un peu ton identité maintenant d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as réussi aussi à faire tout ce travail sur toi-même grâce à tes voyages et au fait que tu que tu aies rencontré des gens différents, de différentes cultures, etc. Le voyage aide parce que ça accélère. Genre, le voyage, c'est un accélérateur de découverte de soi-même. Plus tu voyages, plus tu vas être exposé à différentes cultures. Et chacune des personnes que tu vas voir va t'apprendre des choses sur leur culture à eux, qui y sont, mais aussi, par effet miroir, te faire comprendre des choses sur toi. Et donc, oui, clairement, les voyages et les activités, même au sein des voyages, qui sont très différentes de ce que je vais faire dans la vie réelle, m'ont aidé. Par exemple, quand je suis arrivé en Australie, avant ça, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'études. J'étais à fond dans les maths et la physique, j'adore tout ce qui est conceptuel, très théorique. Chacun sa came, moi c'était la mienne. Tu vois, je kiffe les maths, la topologie, c'est l'étude des espaces de dimension n. Je me dis, qu'est-ce que tu fous à étudier ça? L'inverse de moi total. C'est-à-dire que moi, la théorie et moi, c'est pas possible, mais oui. Voilà, d'accord. Donc, ouais, j'adorais ça, vraiment très très fan. Okay. Et j'arrive en Australie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler pour des fermiers en Australie, réparer, installer des panneaux solaires. Et là, tu vois la vraie praticité de la vie où le fermier il te dit non, mais on doit faire du ciment. Il dit il nous manque tel truc. Oh, c'est pas grave, tu mets le sac, on va faire que du ciment, on fait pas du béton, on s'en fout. Et tu conduis un tracteur, tu vas faire
la vie réelle et ça t'apprend des choses sur ton corps, comment utiliser des outils et tu comprends beaucoup mieux aussi, tu as plus d'empathie pour les autres personnes qui font des métiers qui sont difficiles physiquement et après tu comprends beaucoup plus de choses. Plus tu fais des activités qui sont différentes, plus tu apprends et le voyage te permet de le faire plus, encore plus si tu fais des destinations qui ne sont pas forcément celles que tu connais. C'est vrai, j'adore. Ok, très bien. Donc du coup, si aujourd'hui je te dis regarde en arrière il y a 10 ans, 15 ans, et que tu regardes le petit Thomas qui était encore plus jeune, adolescent disons, est-ce que tu as envie de lui donner un conseil? Hum, Je pourrais lui dire deux choses. La première, c'est que ça va aller, ça va le faire. La deuxième, c'est t'économises pas et travaille beaucoup et surtout focalise-toi sur l'impact. T'économises pas, ça ne va pas essayer de trouver des shortcuts, surtout au début. Parce que justement, il y a 15 ans, quand j'avais entre 15 et 20, 25 ans, c'est les moments les plus formateurs et prendre des shortcuts, des raccourcis, pardon, à ce moment-là, c'est se mentir à soi-même et c'est le vrai boulot, il faut le faire à un moment donné. Il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour accélérer ta carrière et ta vie. Plus tu vas vite au départ et plus tu vas monter sur un plateau qui sera élevé et plus ta vie sera facile. Donc, je conseille vraiment de ne pas chercher à s'économiser. On a beaucoup d'énergie quand on est jeune, problème de santé au part, mais pour la majeure partie des gens, on a beaucoup d'énergie. Elle va aller en diminuant au fur et à mesure. On peut la garder en faisant beaucoup de sport, et c'est ce que je conseille aussi. Mais va à fond au départ parce que c'est là où tu as plus d'énergie, de motivation. Et focalise-toi vraiment sur apprendre des choses, réaliser des petits projets, le plus possible. Petits projets au travail, petits projets en voyage. Un truc que, par exemple, que je me dirais de faire, c'est faire le plus de week-ends possible à l'étranger. J'avais fait plusieurs week-ends dans les villes de France où je prenais le train le soir, je faisais un train de nuit, j'allais dans une ville, je restais 2 jours sur un canapé d'un pote et je revenais le dimanche soir. Trop bien. Ou le lundi matin. Et à l'époque, ça me paraissait galère, mais en vrai, tu peux dormir sur un canapé, tu peux dormir dans un train, même si t'es fatigué. Quand t'as moins de 30 ans, ça va le faire. Et même en fait, quand t'as moins de 35, ça peut encore le faire, t'as encore la forme. Fais-le parce que tu pourras plus le faire forcément plus tard. Après 35 ans, tu auras potentiellement des enfants si tu en veux, ou tu auras une vie de famille, tu auras des responsabilités de travail, tu pourras plus te permettre d'être aussi fatigué le lundi matin. Et ouais, fais le plus de week-ends possible dans des villes à l'étranger. Si je peux me dire un truc pratique, ce serait ok. Tu as 2 ans, tu te fais toutes les capitales d'Europe en week-end. Okay. En cherchant les billets les plus cheap possibles, si t'as pas beaucoup d'argent, mais tu sais, tu peux toujours trouver un week-end. Il fait un peu froid en automne pour aller à, je sais pas, à Rome ou quoi que ce soit. En fait, il leur manque des gens parce que c'est pas une période touristique. Ils font alors les billets sont à 30 balles. C'est vrai. Et chercher les petits billets pas chers comme ça, et une fois tous les mois te dire est-ce que je ferais pas un petit week-end à tel endroit avec 1 ou 2 potes et vous faites une expérience trop cool. Et ouais, c'est la galère, mais c'est cool. C'est cool. Et puis t'as moins de pression, t'as rien à perdre quoi quand t'es jeune en fait. T'as pas encore une vie de famille, un taf ou quelque chose, t'as pas des attaches, tu vois. Donc complètement. Ok, j'adore, trop top. J'avais jamais pensé, mais ce conseil d'aller voir toutes les capitales d'Europe, ça serait peut-être le truc pratique que je me dirais. Ouais. Et tu parlais de justement faire plein de petits projets quand t'es jeune. Je sais qu'aujourd'hui t'as plusieurs projets à côté de ton boulot. Ouais. Et notamment que tu fais toi aussi des vidéos sur YouTube. Ouais. Et que tu as aussi écrit un livre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Déjà, les vidéos YouTube, c'est pour les ingénieurs? C'est ça, donc j'ai 2 chaînes, une chaîne de vidéo et une chaîne de podcast. Ouais. La chaîne YouTube s'appelle Thomas l'ingénieur. Simple, encore une fois. Hein. Thomas, simple. Je suis ingénieur, Thomas l'ingénieur. Droit au but. Voilà. La chaîne de podcast est tout aussi simple sur le nom. C'est Discussion d'ingénieurs. Ok. Je parle avec des ingénieurs pour des ingénieurs. Très niche, hein. Pour tous ceux qui ne sont pas ingénieurs, je suis désolé. Mais c'est ma niche, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Voilà, donc... Et le but, c'est d'aider, en fait, sur la chaîne YouTube principalement, tous les jeunes qui cherchent un travail et qui veulent avoir une bonne carrière. Donc, tous les conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque. Parce que je suis l'aîné de ma famille et je suis le premier ingénieur. Donc, j'ai pas forcément eu beaucoup d'aide en termes de je savais pas ce que c'était que le boulot. Et donc, j'essaie d'être un peu le grand frère que j'ai pas eu en disant, bah voilà, c'est les discussions que tu aurais si tu prenais un verre avec ton grand frère ou même un café, peu importe, et qui disait, bon, ça se passe vraiment comme ça, quoi. Ce qu'on va t'afficher, ce que les médias vont te dire, c'est comme ça, ce que les entreprises vont te vendre, c'est un projet super bien, alors qu'en fait tu vas faire stagiaire, photocopieuse. Je veux dire, comment tu fais pour ne pas être stagiaire, photocopieuse? Allez, viens, on va vraiment regarder ce qui marche, voici comment ça se passe en vrai, et fais ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Ok. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre un peu sur sympa. Sur le Cette chaîne. envie d'aider les autres, elle vient d'où, tu crois? C'est intéressant comme question parce que j'ai jamais vraiment été altruiste à la base. J'ai toujours fait les choses de manière personnelle, mais ça a vraiment commencé quand j'étais en Australie et que j'ai galéré pour trouver un travail et un sponsor.
Et j'ai galéré pendant 4 mois. J'ai beaucoup bossé pour ça. J'ai réussi, sur le fil du rasoir, à avoir un sponsor, à rester, donc pour avoir la possibilité de vivre mon rêve. Et après, j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans la même situation, donc tes potes. Après, ils me disent, ah, bah, c'était vachement cool ce que ça fait. Donc, il y a des amis d'amis. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai aidé plein de gens à essayer d'avoir un sponsor justement en Australie, à comprendre les codes ici, la culture, comment s'intégrer plus vite pour avoir plus de chances, avoir ces entretiens. Et en fait, à part de là, ça s'est fait de fil en aiguille. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure de l'eau. Puis après, j'ai commencé à aider plus de gens. Puis après, j'ai commencé à aider des étudiants parce que je trouvais ça cool de faire des vidéos avec. J'ai commencé à travailler avec Central Lyon à l'époque, avec 100 étudiants, dont 50 qui étaient vraiment investis sur leur CV. Et en fait, de fur et à mesure, ça a de plus en plus marché. Il y avait des retours qui posaient des questions, je réponds aux questions, il y a d'autres questions qui arrivent. En fait, comme ça, tu construis, tu te dis, bah, c'est trop cool. Et voilà, donc j'ai jamais fait ça d'un point de vue au départ pour aider les personnes, mais en fait, ça l'a. J'aimais bien et ça s'est construit et ça a aidé plein de gens, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est fait naturellement, Naturellement, en fait. c'est pas une recherche, ou c'est pas. Enfin, après, tu sais, quand t'as le reward, t'as le. Mince, je sais plus le mot en français, je ne sais plus parler. Le reward, le la feedback, récompense, entre guillemets. Oh, ah oui, ok. Tu sais, quand tu aides quelqu'un, tu as aussi une récompense intérieure parce que ça fait du bien, tu vois. C'est quand tu donnes un sourire, tu reçois un sourire, ça te fait du bien. Donc c'est peut-être aussi ça qui naturellement t'a donné envie de, tu vois, faire un peu plus. Peut-être que toi, tu as reçu de l'aide, du coup, tu as envie d'aider de la même manière que toi, tu as reçu. Oui, c'est sûr. Et t'aides une fois, tu vois que ça aide, donc ça te fait du bien, ça te fait plaisir, donc tu continues, etc. etc. Il y a sûrement eu ça, il y a c'est une combinaison en fait de ça, bien sûr. Le fait que tu as des personnes physiques qui te disent merci, et tu as des vrais feedbacks. J'ai eu un job, là, une des personnes que j'ai aidé à avoir un sponsor, elle m'a écrit il y a 3 mois, elle me disait bah ça y est, je vais devenir australienne, je suis hyper content. Enfin, c'est tangible, ça change la vie des gens. Bien sûr. Mais réellement, tu vois, genre sur un truc aussi important que le travail. Et ensuite, il y avait aussi le fait que plus j'aidais les personnes, plus on me posait des questions. Et moi, j'aime bien les choses simples, justement, rendre les choses simples. Et donc, il y avait un problème de scalability je peux pas répondre à tout le monde, ça prend trop de temps. Donc, si je fais des vidéos, je peux juste envoyer les vidéos et ça répond à 80% des questions. C'est vrai. Et donc, en fait, c'était la combinaison de oui, c'est cool d'avoir des feedbacks et je suis toujours content, mais aussi, au moins comme ça, si un jour j'ai un enfant ou si un jour j'ai des amis qui me demandent, ils commencent par les vidéos et j'ai pas besoin de tout répéter à chaque fois parce qu'il y a plein de choses que quand tu vois, j'ai vu, je sais pas, des centaines de CV, peut-être 800, un truc comme ça. Donc, CV oui. Oui. J'ai donné des retours sur plein de CV. Bah oui, je sais comment relire un CV en 10 secondes et te dire ce qui va, ce qui va pas. Oui. Mais voilà, maintenant j'ai 20-25 vidéos sur les CV, 5 sur les bases théoriques, puis plein de retours pratiques. J'ai fait 2 lives de 2h30 chacun où je lisais des CV d'étudiants en live avec les étudiants sur le chat, en mode Twitch qui répondaient. Ils se commentaient les CV les uns des autres et moi je lisais l'opinion à la fin. Enfin, voilà, si tu veux voir comment je relis des CV, j'ai 5 heures de live contenu, j'ai 25 vidéos. Okay. Donc tu vas venir vers moi, je te renvoie vers ça. Et après, si tu as des questions encore après avoir tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on accélère cette transmission de connaissances qui permet d'aider plus de gens plus rapidement, tout en gardant la personnalisation quand les gens ils ont fait tout leur homework au départ. Trop bien. Et du coup, ce livre que tu as écrit là, il n'y a pas longtemps, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, ça s'appelle How to get a job in Australia, donc comment avoir un job en Australie. Et ça, à la base, je pourrais te le montrer après, je crois que je l'ai ici, la couverture. À la base, c'était aussi quand j'aidais des gens à trouver un travail ici. J'avais écrit 7 lettres. J'ai envie de t'appeler le bon samaritain parce que... Non mais c'est très beau. Tu sais quoi, à chaque fois que je rencontre des gens qui sont comme ça me fait plaisir parce que c'est important que ça se perde pas, tu vois, l'entraide. Je pense que c'est... Alors je sais que c'est mon impression à moi et j'essaie vraiment de changer cette perception-là, mais parfois quand je suis à Paris, quand je rentre à Paris, j'ai l'impression que ce truc-là, je le vois pas. Pas autant que quand je suis ailleurs à l'étranger, tu vois. Cette entraide, parfois, je suis à Paris, tu vois, tu as quelqu'un qui va te demander quelque chose, les gens ont peur de l'inconnu, les gens ont peur d'aider, les gens ont pas envie d'aider quelqu'un parce qu'ils ont pas envie de se faire marcher sur les pieds et que quelqu'un, tu vois, aille au-dessus d'eux. Et du coup, moi, ça me dérange. Et du coup, quand je suis à l'étranger et que je rencontre en général pas des Français, souvent c'est des gens d'autres cultures qui sont tout le temps, vraiment, qui ont envie, mais avec leur cœur de t'aider, tu vois. Quitte à ce que tu shines encore plus qu'eux, parce que, comme on me l'a toujours dit, et maintenant je l'ai vraiment compris, enfin, c'est dans ma tête, tout le monde est unique. Chaque personne est unique. Personne ne pourra te prendre ta valeur. Personne ne pourra te prendre ce que toi tu sais faire. Tout le monde fait les choses différemment. Et si tu acceptes ça, tout vient en abondance déjà à toi. Et tu vas pouvoir, toi, aider les autres sans avoir peur que quelqu'un te prenne ton pouvoir, entre guillemets. J'appelle ça un peu le pouvoir intérieur des gens.
Et je trouve ça super important et super beau parce que du coup, on peut s'entraider tous ensemble. Et tu vois, peut-être que moi, je vais voir en toi quelque chose que toi, tu sauras faire mieux que moi, alors que moi, j'essayais de le faire. Mais toi, peut-être que tu vas voir en moi quelque chose que je peux faire aussi encore mieux. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Et c'est comme ça que les gens vont bien. Et c'est comme ça que tu crées une jolie société. Et du coup, ça me fait super plaisir d'entendre ça de la part d'un Français à l'étranger. Et de t'entendre dire ça, je trouve ça trop beau. Et je pense que c'est important de le souligner. Je te remercie, mais je vais quand même rajouter un truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi en France. Mais il faut. Il y a des manières de faire scintiller le meilleur chez les autres. Je vais essayer de le mettre en anglais, j'ai des traductions, mais on va dire. Il y a des manières de se comporter qui peuvent permettre aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement. Et notamment en France, j'ai l'impression que c'est de la chance, mais en fait, ça c'est à force de construire des cercles positifs autour de soi. Et quand je rentre en France, je me rends compte que les gens sont trop sympas. Okay. Moi aussi, alors attends, moi je vais quand même. Moi aussi, j'ai tout mon entourage, c'est des gens incroyables, etc. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, au détour d'une discussion avec des gens que tu viens juste de rencontrer, des potes de potes par exemple, souvent c'est du négatif, ou souvent tu vois pas l'entraide autant que ce que j'ai pu voir à l'étranger. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que tu peux même avoir un impact positif en la créant autour de toi. Oui. C'est-à-dire des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte, qui ne sont pas dans un contexte qui va favoriser ça, mais tiens, mais tu fais ça quand même, c'est vachement cool, et puis ils vont se sentir mieux parce qu'ils ont fait une fois une bonne action, tu la mets en avant, tu la highlights, ils vont dire c'est cool, et puis la prochaine fois ils vont faire une autre. Complètement d'accord avec toi. Et je pense que ça se construit au fur et à mesure. Alors c'est peut-être un peu bisounours, mais c'est bien d'avoir des visions aussi qui sont idéalistes, parce qu'en fait, plus tu y crois et plus tu la crées autour de toi, plus ça marche. Complètement. Genre là, je vais rentrer en France dans un mois. J'ai 2 événements, 2 soirées. Une, c'est avec des abonnés, et une autre, c'est avec d'autres potes youtubeurs et qui sont entrepreneurs. Ça va être trop cool. Et je sais que les youtubeurs, j'en avais déjà fait une l'année dernière quand j'étais rentré en France, avec des gens de parcours totalement différents, avec certains plus ou moins gros. Et quand tu vas vraiment en disant, bah voilà, moi j'invite que les youtubeurs avec qui je m'entends bien et qui je sais vont être sympas avec les autres, bah tu le dis carrément, c'est pas un truc youtubeur où j'invite tout le monde, non, moi j'invite que les gens que j'aime bien et qui ont envie de s'entraider. Bah les autres vont arriver en se disant, bah ça va être un événement vraiment cool, je vais rencontrer des gens vraiment bien, et rien qu'avec cet a priori positif, en fait, tout le monde va arriver, t'as 10 fois plus de chances qu'il y ait quelque chose qui se passe, plutôt que tu te dis, moi je vais faire des événements pour, oui on va que les gros youtubeurs, on s'en fout, tu vois, ils vont être là en mode, je vais faire ma vidéo avec l'autre machin pour, oui mais c'est une façon de créer l'événement qui va changer l'outcome, les interactions entre les personnes. Là, ils disent, je leur dis à tous, non, c'est que des gens hyper cool et hyper stylés, de différentes tailles bien sûr. Et ça va être trop cool, mais parce que tu peux créer ça autour de toi. Et j'encourage vraiment toute personne qui n'arrive pas à avoir ça dans son entourage, à chercher à le créer petit à petit. Il n'y a pas besoin de faire le truc parfait tout au départ, mais de créer ça autour. D'accord. Et pour créer ça revient à ce que je disais, c'est il faut aussi donner de la valeur aux gens qui sont autour de toi. Et exactement comme tu dis, c'est que tu n'as pas besoin que ce soit que les meilleurs de telle ou telle division ou je ne sais quoi, pour que les gens aient de la valeur. La valeur, c'est ce que toi, tu décides de donner à quelqu'un. Et... Ouais, il y avait une vision, je trouvais, qui est vachement bonne là-dessus, c'est la carrière et les personnes autour de toi, leur vie, c'est comme un puzzle, où toi, ta vie, c'était une pièce du puzzle. Et si tu cherches juste à avoir les pièces qui s'emboîtent avec toi, c'est cool, mais bon, tu vas pouvoir parler qu'avec 3 pièces, allez 9 si on compte ça sur les diagonales. Alors que si tu vois chaque personne comme une pièce de puzzle, et tu te dis la question, je vais faire un événement, et le but c'est comment je fais pour que leurs pièces puissent avoir des pièces qui s'emboîtent. Et tout de suite, tu peux avoir un impact sur beaucoup plus de pièces, parce que c'est plus que toi, c'est toutes les autres pièces, et là tu peux impacter 20, 30, 40 personnes. Et si tu fais ça de manière répétée, il y a bien un moment donné où une de ces pièces va dire, attends, moi je connais une autre pièce qui peut aller avec toi. Et voilà, on appelle ça le karma, les sons positifs, tout ce qu'on veut. C'est pas forcément ce en quoi je crois, mais en quoi je crois, c'est la sérendipité, c'est que tu peux créer le hasard positif par rapport à toi, et tu peux créer des interactions qui vont faire qu'il y a quelque chose qui va arriver au final. Tu sais jamais ce que c'est, mais tu vas mettre le contexte pour que ça arrive bien. C'est un peu l'inverse de quand tu vas en soirée, tu vas prendre plein de verres, prendre des cuites. C'est quand tu prends 10 cuites d'affilée, il y a sûrement une connerie que tu vas faire à un moment donné. C'est la même chose, mais à l'inverse. Tu vas créer des événements, et il y a sûrement un truc très positif qui va t'arriver, mais tu sais pas où est-ce que ça va être, et tu sais pas ce que ça va être. Mais c'est aussi très cool. Ouais. Et c'est un peu le plaisir aussi de la vie, du bonheur, et le bonheur de tu sais pas ce qui va arriver, mais à un moment donné, tu vas avoir un truc trop cool qui va arriver. Exactement. J'allais te demander c'est quoi les projets qui arrivent, mais du coup tu viens juste un petit peu de le dire, la France. Est-ce que là tu t'es ancré en Australie, l'Australie ça te plaît?
Est-ce que tu te verrais, t'es australien, est-ce que tu te verrais quand même tout recommencer à l'étranger dans un autre pays encore une fois? Non. Ok. Non, moi je reste à Sydney. Je reste à Sydney, j'irai sûrement en France quelques années pour être près de mes parents, à un moment donné dans les prochaines années, mais je reste à Sydney. Comment tu vis cette vie loin, toi? C'est Euh, presque une question personnelle parce que je sais que moi c'est une question qui revient entre guillemets parce que c'est quand même compliqué pour... moi je suis très famille, c'est très compliqué pour moi, parfois il y a des moments très durs où je suis là mais mince, j'ai l'impression de me sentir... J'ai l'impression d'être un peu égoïste, à être loin, à vivre ma meilleure vie, tu vois, alors que ma famille me manque, mes proches me manquent, mais je sais aussi que je suis en train de construire un futur meilleur pour moi ici. Comment toi tu vis ça? on fait des sacrifices en étant ici, on est très loin, c'est 24 heures d'avion, c'est hyper long, on peut pas être là pour les mariages, pour les enterrements, pour les amis qui ont des enfants, pour tout ça, et c'est dur. Je gère ça de plusieurs façons, déjà en étant le plus heureux possible ici, ensuite en étant proche de ma famille avec des groupes, tu sais, WhatsApp, famille, tout ça, mais j'ai aussi trouvé l'astuce des vidéos pour essayer de partager le plus possible, et par exemple je fais des vidéos qui ont très peu de vues, mais qui je m'en fous totalement, et c'est sur mes updates de chaîne, je vais commencer à en faire cette année. Le but c'est juste que pour les gens qui me suivent régulièrement, mes amis, ils vont pas voir mes vidéos qui se destinent potentiellement plus aux étudiants ou aux jeunes professionnels, ils ont 30, 35 ans, et mes parents, bon voilà, ils vont pas forcément regarder ça, mais ils vont regarder les updates pour voir où est-ce que j'en suis dans la vie, ou par rapport à ce projet-là, puis j'essaie de leur écrire régulièrement, et de partager quelques nouvelles, et les réseaux sociaux maintenant sont tellement bien développés que tu peux t'en servir pour partager des choses. Et quand tu combines donc ça avec le fait que mes amis et les gens qui restent autour de moi sont des gens avec qui j'ai des très profonds liens, et je sais qu'on pourra se revoir à n'importe quel stade de la vie, comment on s'appelle, c'est top. Enfin, un de mes meilleurs amis en France, la dernière fois que j'y suis allé, on s'était pas parlé pendant. Il est très busy pendant un an et demi. Quand je lui dis que je venais en France, bon bah tu viens à la maison, et puis je suis resté chez lui, et il n'y a pas de souci quoi. Donc c'est dur, mais c'est aussi la façon dont on prend les choses, et c'est à nous de faire des efforts pour rester en contact, pour créer des liens, mais ça se fait et ça vaut le coup, je pense, pour moi en tout cas. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, ça vaut le coup. Et tu l'as très bien dit, tu l'as très 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 bien dit. Et oui, garder des liens forts et créer des liens forts dès le début, c'est ce qui permet aussi d'être bien et de se sentir bien. Parce que tu sais que même si tu vois pas les gens pendant 2 ans, 3 ans, on l'a vu avec le coco, il n'y a rien qui change et ça c'est top. Et je vous invite, chère audience, chers auditeurs et auditrices, si le sujet vous intéresse aussi sur l'expatriation en Australie et comment on se sent quand on est loin, on avait fait un podcast avec JB et qui s'appelle 10 ans, le bilan, l'expatriation en Australie, le bilan 10 ans après, et c'est aussi sur la chaîne du podcast, donc je vous invite à aller l'écouter si vous en avez envie. Thomas, ça a été un plaisir de t'avoir au micro du podcast. Merci 1000 fois. Est-ce que tu as envie de donner un dernier conseil pour quelqu'un qui nous écoute depuis la France, par exemple, qui a très envie de sauter le pas pour un gros projet, que ce soit une expatriation, un changement de boulot, quoi que ce soit? C'est quoi le conseil que tu as envie de donner? Fais-le. Profite de la vie, c'est cool, et entoure-toi des bonnes personnes, ça va rendre tout beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Merci encore 1000 fois et à très bientôt. Merci de l'invitation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à donner un like, à le partager. Peut-être que ça vous aidera, vous ou quelqu'un de votre entourage. Et puis, prenez soin de vous.